Apache sauve un étranger solitaire, jusqu'à ce qu'il devienne le baron le plus riche de la région. C'est ainsi qu'une Apache sauva un étranger solitaire, une nuit où la bourguignonne sombre semblait vouloir l'avaler tout entière. Tandis que la pluie cinglante martelait la carriole embourbée, Élodie, belle et farouche, surgit d'un éclat de sabre et fit fuir les brigands tapis dans les ombres. Dans la lande isolée, le tonnerre grondait comme un fauve. La carriole de bois, cliquetant et vacillant, céda sous la boue. À l'intérieur, un homme au visage marqué par l'épuisement serrait contre lui son manteau détrempé. Le sol tremblait à chaque éclair, révélant l'immensité des champs noyés dans l'obscurité. Sans crier gare, un galop régulier déchira la nuit. Élodie apparut, silhouette fière dressée sur un cheval noir d'ébène. Sa chevelure sombre retenue par une fine tresse dansait sous la pluie, et ses yeux verts, perçants, luisaient de détermination. D'un geste fluide, elle brandit un sabre court qui capta la lueur des éclairs, puis chargea les assaillants. Surpris, les brigands reculèrent en hâte, vaincus par la grâce et la maîtrise de l'Apache. Si vous aimez des histoires aussi émouvantes, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Cliquez sur « S'abonner » et partagez pour faire rayonner l'espoir. Quand la dernière ombre se dissipa, Élodie piqua un éperon pour s'approcher de la carriole. D'un mouvement assuré, elle aida l'étranger à descendre. Ses mains fines, à la peau d'ivoire, contrastèrent avec la boue qui couvrait ses bottes. Elle le guida vers un abri de pierre dissimulé sous un vieux chêne. Là, à l'abri du vent, elle ôta son manteau de cuir et le lui tendit. L'homme, le souffle coupé, la dévisagea en silence. Ses traits, burinés par des années de voyage, s'adoucirent devant sa beauté sauvage. Il osa enfin parler. « Pourquoi risquer votre vie pour un inconnu ?» Élodie, la voix douce mais ferme, répondit « Parce que tout voyageur, même un étranger, mérite d'être protégé jusqu'à ce qu'il trouve sa force. » Le tonnerre gronda à nouveau, mais l'orage intérieur de l'étranger semblait s'être apaisé. Dans la lueur tremblante d'un dernier éclair, leurs regards se croisèrent, scellant un pacte silencieux. Ainsi commença l'histoire de cet homme sauvé par une Apache, une histoire qui le mènerait, un jour, à devenir le baron le plus riche de la région. Élodie avait guidé l'étranger jusqu'au vieux cabanon, ses murs de pierres humides abritant un poêle vacillant. Tandis qu'il s'installait près de la faible lueur, elle s'éloigna un instant pour puiser de l'eau claire dans la cruche suspendue. Lorsque ses doigts frôlèrent la poignée gelée, un cliquetis léger la fit sursauter. Un bijou argenté, verge orné de gravures complexes, reposait là, comme oublié. Intriguée, elle l'examina, ressentant une vibration singulière sous le métal. Revenant vers le feu, elle plaça la cruche à ses pieds et tendit le bijou à l'étranger. Ses traits, éclairés par la danse des flammes, s'adoucirent. « Cet objet vous appartient ?» demanda-t-elle. D'une voix rauque, il répondit « C'est un cadeau de mon père, un souvenir de ma lointaine patrie. » Ses yeux, embués de nostalgie, se posèrent sur Élodie. Elle comprit que cet homme portait en lui un passé douloureux, un secret qu'il n'osait confier. La pluie redouble à l'extérieur, frappant le toit en tôles irrégulières. Élodie allongea une couverture sur les épaules de l'étranger et murmura « Racontez-moi votre histoire. » Il baissa les paupières, hésitant, puis entama un récit fragmenté. Sa famille noble déchue, un nom disparu, un héritage volé. À chaque mot, son regard se faisait plus lourd. Ses mains tremblaient en serrant le bijou. Élodie l'écoutait en silence, son cœur battant à l'unisson de sa peine. Elle sentait poindre en elle une détermination nouvelle. Cet homme qu'elle avait sauvé au péril de sa vie n'était pas un simple voyageur. Il était le témoin d'une injustice ancienne, et son salut méritait plus qu'un simple abri pour la nuit. Lorsque le récit s'interrompit, le silence retomba, lourd et plein de promesses. Élodie posa la main sur l'épaule de l'étranger. « Demain, nous partirons à la recherche de votre vérité. » Sous l'éclat d'un dernier éclair, leurs ombres se mêlèrent sur le mur de pierre, scellant une alliance forgée dans la tempête. Dès l'aube grise, Élodie entraîna Jean hors du cabanon pour traverser le marécage voisin. Les roseaux, hauts comme des flèches, se balançaient sous le vent glacial, et la brume dense masquait le chemin. Selon la légende locale, une mystérieuse guérisseuse vivait là, capable de révéler les vérités enfouies au plus profond de l'âme. Après plusieurs minutes de progression chaoteuse, ils parvinrent à une clairière où s'élevait une chaumière de branchages et de joncs. Une fumée épaisse s'échappait du toit végétal, porteur d'odeurs d'absinthe et de mousse pourrie. À la porte, une silhouette frêle, drapée d'un manteau de plumes sombres, les attendait. Ses yeux, censément vides, luisaient pourtant d'une lueur indéchiffrable. « Bienvenue, voyageur », souffla une voix rauque.
La guérisseuse, surnommée la sorcière du Marais, posa un regard scrutateur sur Jean. Ses doigts osseux saisissaient un chaudron fumant posé à même le sol. « Vous portez un fardeau lourd, noble seigneur », murmura-t-elle en fixant le bijou argenté que Jean gardait toujours près du cœur. Élodie, méfiante, croisa les bras. Mais la sorcière, esquissant un rare sourire, les invita à entrer. À l'intérieur, une demi-douzaine de bougies vacillaient autour d'étagères croulantes de bocaux, racines noires, crânes minuscules, plumes d'oiseaux aquatiques. La pièce exhalait un parfum âcre, comme un mélange d'herbes médicinales et de terre mouillée. La guérisseuse prépara une infusion verte et la versa dans 2 tasses de bois. Elle en tendit une à Jean et l'invita à boire. « Bois, étranger. Les secrets enfouis dans ta mémoire se dévoileront à travers le voile de tes songes, » prévint-elle. Hésitant, Jean porta la coupe à ses lèvres. Le goût amer lui brûla la gorge, réveillant en lui des images fragmentées. Un palais de pierre, un pacte trahi, un cri étouffé. Élodie l'observa, le cœur serré. Quand Jean reposa la tasse, ses yeux semblaient baignés d'une douce mélancolie. La sorcière hocha la tête. « Tu as vu ce que tu devais voir. Ton nom véritable, ton sang versé. Pour recouvrer ton héritage, il te faudra affronter ceux qui t'ont déchu. » Jean, la voix tremblante, demanda « Et vous, qui êtes-vous pour connaître mon destin ?» La sorcière s'éloigna vers une étagère, y prit un grimoire épais et referma la pièce dans un silence obsédant. « Je suis celle qui guérit et celle qui dévoile. Mais prends garde, connaître la vérité est un poids plus lourd que le mensonge. » Élodie posa une main ferme sur l'épaule de Jean. Ensemble, sous la brume du Marais, ils quittèrent la chaumière, conscients que leur quête venait à peine de commencer, et que les ombres du passé étaient prêtes à se dresser sur leur chemin. Au petit matin, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les arbres tordus, éclairant faiblement le chemin boueux que suivaient Élodie et Jean. Ils marchaient côte à côte, le silence alourdi par les confidences nocturnes. Soudain, Jean s'arrêta, fouillant dans sa poche intérieure, et en ressortit un lot de lettres jaunies, liées par un ruban de soie fanée. Il défit le ruban avec précaution, dévoilant des missives à l'encre pâlie. Les soulevant délicatement, il murmura « Ce sont les seules preuves de mon héritage. Mon père les avait cachées pour échapper aux ennemis de la cour. » Élodie observa chaque parchemin, y discernant des sceaux officiels et des armoiries effacées. Ils s'arrêtèrent au bord d'un fossé où l'eau stagnante reflétait leur image floue. Jean trembla légèrement en contemplant le contrat royal, décrivant la promesse faite à son ancêtre par le roi lui-même. « Si ces lettres tombent entre de mauvaises mains, je resterai un hors-la-loi toute ma vie, » confia-t-il, la voix brisée par l'émotion. Élodie posa une main rassurante sur son bras. « Nous devons les protéger à tout prix. » Son regard déterminé contrastait avec la fragilité apparente des documents. Ensemble, ils repliaient les parchemins, cherchant à dissimuler ses secrets sous une toile huilée. Tout à coup, un bruissement dans les fourrés attira leur attention. Des hommes en uniforme du baron Louis de Beaumont surgissaient, leurs fers cliquetant sur les pierres mouillées. Le commandant, un visage sévère, leur lança « Halte, rendez ces lettres ou subissez la volonté de notre maître. » Jean recula, les lettres prêtes à glisser de ses mains tremblantes. Élodie, d'un pas ferme, se plaça devant lui, sabre au clair. « Vous ne les obtiendrez pas. » Le commandant sourit, sûr de sa victoire, et leva la main pour ordonner l'assaut. Mais une flèche sifflante fendit l'air, se plantant dans le bois derrière les soldats, les arrêtant net. Des ombres bondirent des arbres. Les alliés d'Élodie, archers, apaches, cerclèrent l'ennemi. Les soldats, désorientés, baissèrent leurs armes. Jean, le souffle coupé, comprit que la force de l'Apache n'était pas seulement dans son sabre, mais dans les liens de loyauté qu'elle avait tissés. Tandis que le soleil gagnait en intensité, éclairant la scène, il sut qu'avec Élodie, il ne serait plus jamais un étranger solitaire. Après cette escarmouche, Élodie guida Jean vers un abri naturel sous un vieux rocher couvert de mousse. Elle sortit un petit coffret ouvragé, cadeau d'un compagnon retiré, et y glissa précieusement chaque parchemin. Tandis que les artilleurs apaches dispersaient les soldats repoussés, Jean sentit une vague de gratitude l'envahir. Assis côte à côte, ils contemplèrent l'horizon. Les rues pavées du manoir de Beaumont se dessinaient au loin. Jean murmura « Je dois agir vite pour revendiquer mes droits, mais sans vous, je serais perdu. » Élodie posa sa main sur celle de Jean. « Ensemble, nous formons une armure plus solide que n'importe quel château. Demain, nous irons à la cour, mais à notre manière. » Alors que le crépuscule approchait, leurs ombres s'allongèrent dans la lumière rougeoyante, symbolisant l'alliance naissante entre la belle Apache et l'étranger au destin royal. Le clair de lune baignait la clairière d'une lueur argentée,
lorsque Louis de Beaumont fit son apparition, armé de son épée à la garde ornée, entouré de ses cousins et de quelques laquais armés. Son manteau bleu nuit flottait derrière lui, et dans ses yeux brillait la convoitise du puissant baron. Jean, appuyé contre un chêne tortueux, serrait les lettres scellées dans son manteau, conscient que ce duel déciderait de son destin. Élodie, debout à ses côtés, fixa Louis sans un mot. Sa chevelure noire, relevée en tresse haute, captait les faibles rayons lunaires, et ses traits, sculptés par la détermination, habitaient tout l'espace. Ses bottes de cuir reposaient sur la terre gorgée de rosée, impassible. Louis s'élança, son pas résonnant dans la nuit silencieuse. Il gifla l'air de son épée, lançant un défi à Jean. « Rends-toi, imposteur, remets-moi ces prétendues preuves, et je t'épargnerai la prison. » Jean estima l'écart, poing serré, et répondit d'une voix calme. « Je suis l'héritier légitime. Tes menaces ne m'effraient pas. » La première passe fut rapide. Le métal chuinta, rencontra le bois du tronc d'arbre quand Élodie intervint, jetant un poignard qui ricacha à quelques centimètres du baron. Il recula, surpris, le souffle court. « Assez !» cria Louis en frappant le sol de son talon. « Femme sauvage, tu viendras me supplier demain matin à ma cour pour éviter le scandale. » Élodie esquiva son regard hautain et répliqua. « Je ne suis ni ton amuse-gueule ni ton objet de concours, baron. Mes alliés veillent. » Derrière elle, une vingtaine de silhouettes s'avancèrent, sabres nus, formant un demi-cercle protecteur. Humilié, Louis cracha au sol. « Vous ne valez pas mieux que des brigands. » Soudain, son cousin siffla un ordre, et plusieurs cavaliers masqués surgirent de l'ombre, encerclant la clairière. La tension monta d'un cran. Jean sentit l'urgence. « Élodie, à moi !» D'un élan, il se précipita pour saisir sa main. Ensemble, ils tournèrent le dos au baron pour gagner un bosquet, où reposaient 2 chevaux ferrés. Un coup d'œil complice suffit pour qu'Élodie prenne place sur l'un d'eux et tende une bride à Jean. Les sabres sifflèrent dans l'air lorsque les cavaliers attaquèrent, mais l'Apache guida son coursier avec une aisance mortelle. Elle abattit 2 adversaires d'un coup précis du plat de son sabre, tandis que Jean, maladroit dans le sang, parvint à dégager un chemin. Le duel s'acheva quand Louis, furieux, leva la main et ordonna le repli. Ses hommes reculèrent sous les ordres hâtifs, laissant les 2 alliés haletants, mais victorieux, au centre de la clairière. Élodie, reprenant son souffle, offrit une poigne ferme à Jean. « Notre affrontement t'a sauvé, mais ton combat ne fait que commencer. » Jean, le cœur battant, hocha la tête. À travers la mêlée de lampes à huile renversées, la lune éclaira leurs ombres unies, témoins d'un pacte forgé dans le fracas des épées. Alors que la brume matinale s'étirait sur les collines, Élodie et Jean regagnaient le refuge sous le vieux rocher moussu. Le fracas du duel s'était estompé, laissant place à un silence lourd de questions. Jean, le regard perdu, serrait toujours le petit coffret contenant les lettres de son père. Élodie, attentive à la moindre émotion, s'installa face à lui sur la pierre lisse et l'invita à parler. Jean ouvrit la boîte avec précaution et en tira 2 parchemins au sceau effacé. Il les observa longuement, comme s'il craignait d'en perdre à jamais la substance. « Ma famille était issue d'une ancienne lignée de conseillers du roi, » commença-t-il. « Mon ancêtre, le baron de Villeneuve, servit fidèlement le trône pendant la Fronde, avant d'être faussement accusé de trahison. » Élodie l'écoutait en silence, son visage pâle éclairé par les premiers rayons de soleil. Jean poursuivit. « Mon père, avant de mourir, m'a confié ces lettres pour prouver notre innocence. Il savait que le baron de Beaumont tenterait de nous éliminer pour garder ses terres. » Les doigts de Jean tremblèrent alors qu'il caressait l'un des documents. Des souvenirs douloureux affluèrent à sa mémoire. Les rires moqueurs des courtisans, la porte du château qui claqua derrière lui, le regard glacé du roi. Ses yeux se voilèrent d'une tristesse profonde. Élodie posa une main douce sur la sienne, l'encourageant à continuer. « J'ai erré seul pendant des années, » avoua-t-il à voix basse, « privé de mon nom, rejeté par ceux qui devaient être mes alliés. Chaque pas m'éloignait un peu plus de ma terre natale. » Élodie, touchée par sa confession, échangea un regard de complicité avec lui. « Tu n'es plus seul, Jean. Tes racines te guident encore, et je serai à tes côtés pour les défendre. » Soudain, un bruissement se fit entendre. Des cavaliers du baron reprenaient position sur la crête, prêts à une nouvelle attaque. Élodie se leva d'un bond, son sabre au clair. « Ils reviennent, » murmura-t-elle. « Prépare-toi. Ce que tu as appris aujourd'hui doit être protégé à tout prix. » Jean glissa les lettres dans une bourse secrète et fixa Élodie, déterminé. « Ensemble, nous dévoilerons la vérité au grand jour. » Alors que les cavaliers approchaient, la lumière du jour filtrait à travers les arbres, dessinant des ombres dansantes sur la pierre. L'alliance entre l'Apache et l'exilé se renforçait, prête à affronter les épreuves à venir,
pour rétablir la justice et révéler le destin véritable de Jean. À l'aube suivante, alors que le soleil perçait timidement la brume, Élodie et Jean quittèrent le bosquet pour rejoindre un ancien campement abandonné. Les tentes éventrées et les feux éteints témoignaient d'un passé récent, comme si des alliés s'y étaient retirés à la hâte. Élodie marqua un arrêt près d'un tronc couché, y chercha du regard une marque particulière, un symbole gravé en forme de flèche cerclée, signe de reconnaissance des anciens camarades de son peuple. Jean observa l'Apache s'agenouiller et caresser la gravure. « Qui sont-ils » demanda-t-il à voix basse. Élodie releva les yeux, l'expression grave et déterminée. « Ce sont mes alliés d'autrefois, chasseurs et sentinelles, fidèles à la terre autant qu'à la liberté. Ils m'ont aidé à protéger cette région avant même ma naissance. Aujourd'hui, ils peuvent nous épauler contre Beaumont. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un vent léger fit bruisser les herbes hautes. Des silhouettes émergèrent, 6 hommes et femmes, vêtus de cuir sombre, fusils aux côtés et arcs en bandoulière. Leurs visages portaient la même résilience que celui d'Élodie, et leurs yeux avaient appris à lire les signes de la nature. Lorsqu'ils reconnurent l'Apache, un murmure approbateur parcourut le groupe. Le chef, un homme à la barbe tressée, s'avança et salua Élodie d'un simple hochement de tête, tandis que Jean s'inclinait respectueusement. « Baronne de la forêt », la surnomma-t-il d'une voix rauque mais empreinte de respect, « nous sommes à votre service. Votre cause est juste, et votre adversaire est un oppresseur notoire. » Jean sentit son cœur se réchauffer. Il n'était plus seul contre un baron puissant, mais épaulé par une force loyale et soudée. Il présenta les lettres à l'Assemblée. « Mes amis, ces documents prouvent mon droit à l'héritage de Villeneuve. Sans votre aide, je ne pourrai jamais mettre fin à l'injustice qui me frôle depuis trop d'années. » L'un des chasseurs, levant un parchemin froissé, déclara « Nous connaissons la famille de Beaumont depuis longtemps. Ils ont usurpé la terre de Villeneuve en usant de ruses et de menaces. Aujourd'hui, nous vous prêtons main forte pour rétablir la vérité. » Élodie, le regard brillant, se tourna vers Jean. « Ensemble, nous irons demain à la cour de Dijon. Toi, pour réclamer ton nom et tes biens. Moi, pour défendre ton honneur face à la noblesse aveuglée par la soif de pouvoir. » La troupe se mit alors en marche, le pas ferme, traversant prairies et bosquets, en direction de la grande route pavée menant à la ville. Tandis que les arbres s'écartaient, laissant apparaître la silhouette lointaine de la citadelle, Jean réalisa que son destin, autrefois solitaire et incertain, prenait enfin la forme d'une aventure partagée, menée par une femme apache d'une beauté indomptable et d'un courage inébranlable. À l'approche du manoir de Beaumont, les murailles crénelées se dessinaient sous un ciel pâle. Jean, masquant sa nervosité, serrait les parchemins contre sa poitrine, tandis qu'Élodie menait la troupe silencieuse. Les gardes postés aux cheminées d'entrée relevaient leurs hallebardes, méfiants à la vue de l'escorte hétéroclite. Le cousin de Louis, le vicomte Armand de Beaumont, attendait dans la grande salle aux boiseries sculptées. Son sourire feutré masquait une ambition vorace. Quand Jean et Élodie pénétrèrent, Armand fit claquer des gants de cuir et posa sur eux un regard froid. « Monsieur Villeneuve, je présume ?» lança-t-il d'un ton railleur. « Vous voilà bien entouré, mais je crains que votre audace n'excède vos droits. » Jean s'avança, calme mais déterminé. « Ces lettres prouvent mon héritage. Je demande audience au roi pour faire valoir mon nom. » Armand feignit l'étonnement et invita Jean à suivre un couloir sombre, laissant Élodie et les alliés dans la salle d'apparat. Le cœur de Jean battait la chamade, partagé entre l'espoir et l'inquiétude. Dès que la porte se referma, Élodie intercepta Armand près d'une tapisserie. Elle fit claquer un sabre court, ses yeux verts flamboyants de défi. « Reculez, vicomte, ou subissez les conséquences. » Armand, impassible, fit un geste discret. Un garde s'élança, poignard brandi. Élodie esquiva, fit tournoyer son arme et asséna un coup net au poignet de l'assaillant qui lâcha son arme en hurlant. Au même instant, un éclat doré jaillit du bout des doigts d'Armand. Une queue de papier glissa de sa manche et se déploya sur le sol. C'étaient des ordres signés par le roi lui-même, ordonnant la détention immédiate de Jean pour usurpation de titre. Armand ricana. « Même le roi doute de votre légitimité. » Élodie, furieuse, ramassa le document et le tendit à Jean. Il le parcourut, le visage blême. « Ce traître a vendu ton dossier à Paris pour obtenir davantage de terres. » Les alliés d'Élodie convergèrent, encerclant Armand et les gardes qui l'avaient rejoint, tandis que la tension montait dans la salle ornée de tapisseries. Jean, la voix tremblante mais ferme, s'adressa à Armand. « Vous avez trahi votre sang et votre serment. Je réclame justice, pas cette comédie. » Avant que le vicomte ne puisse répliquer, Élodie cria « À moi !» En un éclair, elle désarma les gardes restants
et ses compagnons forcèrent Armand à genoux devant le couple. Saisissant le rugueux pan de sa cape, Élodie déclara « Que chacun ici présent soit témoin. Jean de Villeneuve est l'héritier légitime. Vous aurez votre procès public. » Les torches scintillèrent sur les murs, révélant les visages anxieux des courtisans. Armand, humilié, baissa les yeux, tandis que Jean, épaulé par l'Apache et ses alliés, ressentit une vague de soulagement et de détermination. Alors que le vicomte était conduit enchaîné, Élodie posa une main réconfortante sur l'épaule de Jean. « Ta quête avance, mais les ombres de la trahison ne sont pas encore dissipées. Demain, à Dijon, nous dévoilerons la vérité devant le royaume. » Dès l'aurore, Élodie et Jean, entourés de leur petite armée de fidèles, franchirent les portes monumentales de la cour de Dijon. Les pavés luisants résonnaient sous leurs pas, tandis que des nobles et notables, drapés dans leurs plus somptueuses atours, formaient un long tapis humain menant à la grande tribune. L'air était vibrant de murmures et de regards curieux, tous ponctués par la présence inattendue de l'Apache, dont la beauté et l'allure intransigeante ne passaient pas inaperçues. Au centre de la place, un échafaudage de bois avait été dressé pour accueillir le tribunal exceptionnel. Le président du Parlement, un homme au visage austère et à la robe pourpre brodée d'or, fit son entrée solennelle, suivi de magistrats aux juges sévères. Jean, vêtu d'un simple habit sombre mais rehaussé du ruban de soie rouge de sa famille, avança vers la tribune, tandis qu'Élodie se positionnait à ses côtés, son sabre discret accroché à la taille de sa jupe de velours sombre. Le président s'adressa à la foule. « Nous sommes rassemblés pour trancher le litige opposant Jean de Villeneuve, prétendant légitime aux titres et aux terres usurpées par Louis de Beaumont, représenté aujourd'hui par son vicomte Armand. Que chacun garde le silence et que la vérité soit pleinement dévoilée. » Les avocats du baron, drapés de velours et d'hermine, prirent la parole en premier. Ils plaidèrent la vétusté des documents, la perte suspecte des sceaux, et remirent en cause l'authenticité des lettres apportées par Jean. Le public, partagé entre l'exotisme d'Élodie et la puissance de Beaumont, retenait son souffle. Quand vint le tour de Jean, Élodie lui offrit un sourire rassurant. Il s'avança et, d'une voix calme mais déterminée, décrivit l'origine de chaque parchemin, la provenance des sceaux et la trace des inscriptions royales, soutenant ses dires en montrant la gravure unique du blason familial sur le coffret que lui avait confié Élodie. Puis Élodie, de son pas mesuré, gravissant les marches de la tribune, leva son sabre court en signe d'honneur. « Noble juge, témoin de cette assemblée, je suis Élodie de la Forêt, Apache et allié de Jean de Villeneuve. J'ai vu dans son regard la justice et la sincérité, et j'ai défendu sa vie au péril de la mienne. Les preuves qu'il présente sont indiscutables, gravées par l'encre du roi lui-même. » Un murmure s'éleva lorsque l'Apache dévoila une lanière de cuir, où étaient gravés au dos d'une des lettres des symboles mystiques connus de sa tribu. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un sceau de protection ancestrale, apposé par les guérisseurs de sa lignée, prouvant l'authenticité et la sacralité du document. Les magistrats, interloqués, se consultèrent à voix basse. Le président tenta de reprendre le contrôle. Est-ce suffisant pour établir la légitimité de ces titres? Après une délibération rapide, ponctuée de claquements de marteau, il annonça « Jean de Villeneuve est reconnu héritier légitime de la seigneurie de Villeneuve. Toutes terres et droits seront restitués, et ses adversaires seront sanctionnés conformément à la loi. » Un tonnerre d'applaudissements accueillit la décision tandis qu'Armand et les soutiens de Beaumont s'effaçaient, vaincus. Élodie, touchant doucement l'épaule de Jean, lui glissa « Ton nom est sauvé, baron. » Jean, ému jusqu'aux larmes, appuya sa main sur celle de l'Apache. Le soleil levant illumina la place, baignant la cour de Dijon d'une lumière dorée, symbole d'un nouveau départ. Sous le regard admiratif des nobles désormais convaincus, naissait le règne du baron le plus riche et juste de la région, fruit de l'alliance improbable entre un étranger et une belle Apache. Lorsque le verdict tomba, Louis de Beaumont, le visage meurtri par la honte, avait disparu de la cour. Toutefois, sa colère et son ressentiment s'étaient mués en rumeurs sulfureuses qui s'échappaient des salons feutrés de la noblesse. Jean, désormais baron légitime, décida de faire acte de clémence tout en affirmant son autorité nouvelle. De retour à la seigneurie de Villeneuve, il convoqua Louis et son cousin Armand dans la grande salle d'apparat, où trônaient désormais ses armes héraldiques aux côtés de l'Apache. Les tapisseries avaient été rabattues pour laisser apparaître les pierres nues, symbole d'un renouveau honnête et transparent. Louis entra accompagné de quelques fidèles, le regard oscillant entre défi et crainte. Jean s'avança, tenant dans sa main la lettre du roi restituant officiellement ses droits. Il la déplia solennellement devant l'assemblée. « Baron de Beaumont,
Tu as usurpé mes terres et tenté de me réduire au silence. Selon la loi, tu mérites l'exil et la confiscation de tes biens. » Un silence pesant suivit ces mots, tandis que les invités retenèrent leur souffle. Élodie, debout à côté de Jean, posa une main légère sur son bras, l'encourageant à poursuivre. Jean poursuivit d'une voix claire. « Mais j'ai été élu à la tête de ce domaine non seulement par le sang de ma lignée, mais aussi par le choix du peuple que tu croyais pouvoir acheter. Je choisis la miséricorde, non pour toi, mais pour l'avenir de Villeneuve. » Louis, la mâchoire crispée, hésita avant de répondre. « Ton pardon est une faiblesse, Jean. » Jean ébaucha un sourire grave. « Non, Louis. Le pardon est un acte de force. À partir d'aujourd'hui, tu demeureras en ces murs comme témoin de la justice retrouvée. Tu ne sortiras pas sans mon accord, et tu devras réparer tes torts par le travail et la restitution de ce que tu as pris. » Un murmure approbateur parcourut l'assistance. Certains nobles, jadis acquis à Beaumont, s'inclinèrent timidement devant la sagesse de Jean. Armand, accablé, baissa la tête et accepta silencieusement son sort. Les jours suivants, sous la supervision d'Élodie, Louis fut chargé de superviser la reconstruction des fermes endommagées sur les terres accaparées. Il transporta des sacs de farine, aida les paysans à réparer leurs granges et sentit peu à peu germer en lui une humilité nouvelle. Élodie observait tout, son regard fier et bienveillant. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs dorés, elle rejoignit Jean sur la terrasse du château. Il contemplait l'horizon avec sérénité. Elle lui glissa. « Ton geste de pardon a plus de puissance que n'importe quel sabre. » Jean la remercia d'un regard complice. « Sans toi, je n'aurais pas appris que la vraie force réside dans la rédemption. Aujourd'hui, Villeneuve renaît, et notre alliance se solidifie. » Sous les derniers rayons du couchant, le baron et son allié Apache scellèrent leur pacte non plus par les lames, mais par un avenir commun empreint de justice et d'espérance. Depuis sa reconnaissance officielle comme baron de Villeneuve, Jean s'était plongé corps et âme dans la gestion de ces nouvelles terres. Chaque matin, il parcourait les vastes domaines, inspectant les fermes rénovées, discutant avec les paysans et écoutant leurs besoins. À ses côtés, Élodie, toujours élégante et d'une grâce sauvage, veillait à ce que chaque décision soit prise dans l'intérêt du peuple. Les anciens entrepôts, laissés à l'abandon par Beaumont, furent transformés en ateliers de tissage et de poterie, où hommes et femmes travaillaient ensemble sous la supervision experte d'artisans embauchés par Jean. Il avait fait venir un maître potier de Dijon et engagé des tisserands de Lyon pour transmettre leur savoir-faire. L'atmosphère vibrante rappelait celle d'une cité renaissante, où la prospérité était partagée et où l'espoir fleurissait. Au cœur du château, autrefois sombre et silencieux, résonnaient désormais les rires des enfants apprenant à lire dans la vieille bibliothèque rénovée. Jean avait installé des bancs pour que chacun, noble ou paysan, puisse venir étudier. Chaque soir, il rejoignait Élodie dans la grande salle où ils étudiaient ensemble des traités agricoles et des récits de justice. Leur complicité s'était muée en respect profond et en admiration mutuelle. Un après-midi, alors qu'ils examinaient de nouvelles semences de blé apportées par un marchand ambulant, Jean s'arrêta et observa Élodie. Ses traits, illuminés par le soleil filtrant à travers les vitraux colorés, semblaient sculptés dans l'or. Il lui confia « Ta vision d'une gouvernance juste a changé ma façon de voir le monde. Sans toi, je serais resté un baron comme un autre, coupé de ceux que je gouverne. » Élodie sourit, posant une main légère sur l'épaule de Jean. « Tu as appris à écouter, à partager et à rendre justice. C'est cela, être un vrai leader. » Dans le silence chaleureux qui suivit, leurs regards se croisèrent, témoignant d'une union née de l'adversité, mais désormais scellée par la confiance. Alors que le soleil déclinait, Jean organisa un banquet en plein air, invitant tous les habitants de la seigneurie. Table garnie de pains frais, de fromages affinés et de vins de Bourgogne, musique et danse animèrent la fête. Élodie, parée d'une robe de velours vert émeraude, dansa avec la grâce d'un oiseau libre, enchantant la foule. Jean, fier, levait son verre. « À notre avenir commun et à la force de notre alliance. » De plus, Jean inaugura un marché hebdomadaire où artisans et paysans vendèrent leurs produits sans taxes excessives, permettant aux plus modestes de vivre dignement. Il créa également un poste médical avec une petite équipe de soignants, assurant les premiers secours à tous. Ces initiatives concrètes renforcèrent l'unité et firent de Villeneuve un modèle de solidarité et de prospérité partagée. Les acclamations fusèrent et, sous les étoiles naissantes, Jean sentit en lui la transformation complète. D'étranger solitaire, il était devenu un seigneur aimé, guidé par le cœur d'une Apache belle et courageuse. Leur histoire, gravée dans les mémoires, ne faisait que commencer. Au lendemain du grand banquet,
Une effervescence joyeuse régnait dans l'enceinte du château de Villeneuve. Les rumeurs avaient déjà circulé. L'apache Élodie, désormais aux côtés du baron Jean, serait proclamée nouvelle dame du château. Les domestiques s'affairaient dans les couloirs ornés de tapisseries restaurées, tandis que des servantes disposaient des fleurs fraîches et des rubans de soie le long de l'escalier de marbre. Dès l'aube, Jean emmena Élodie dans la chapelle privée du domaine, une petite construction gothique où le soleil filtrait à travers des vitraux aux teintes pourpres et dorées. Les villageois, invités à cette cérémonie intime, s'étaient rassemblés dans la nef pavée pour assister à cet événement historique. Les enfants, éblouis, chuchotaient en pointant la silhouette gracieuse d'Élodie. Le prêtre, vêtu d'une aube blanche brodée d'or, entama la cérémonie. En ce jour béni, le baron Jean de Villeneuve et sa compagne Élodie scellent leur union devant Dieu et devant leurs sujets. Jean, vêtu d'un habit bleu nuit orné d'écussons brodés, s'avança et prit la main d'Élodie, dont la robe de velours vert profond contrastait avec la pierre claire du sanctuaire. Les mots résonnèrent avec solennité. « Élodie, recevez ce cercle de cuivre gravé des armoiries de Villeneuve, symbole de ton autorité et de ta place à mes côtés. » L'assemblée retint son souffle lorsque Jean glissa l'anneau à l'auriculaire de l'apache. Un murmure d'admiration parcourut les rangs. Élodie, sa voix empreinte d'émotion, déclara « Je jure de veiller sur les terres, de protéger les habitants et de gouverner avec sagesse et compassion, comme mes ancêtres veillaient sur leur peuple. » Les villageois, touchés par cette promesse sincère, répondirent en chœur « Nous te suivrons, dame Élodie. » À la fin de la cérémonie, un repas champêtre fut servi dans la cour d'honneur. Table longue garnie de mets simples mais raffinés, pâtés en croûte, légumes rôtis, pains de différentes farines et vins légers, offrait aux convives un moment de fraternité. Élodie, désormais reconnue à part entière, se mêla aux paysans et aux artisans, partageant rires et paroles cordiales. Plus tard, dans la salle du trône, Jean présenta officiellement Élodie devant les nobles visiteurs. « Voici la dame de Villeneuve, garante de notre prospérité et de notre justice. » Les seigneurs et dames présents, impressionnés par son port et sa prestance, s'inclinèrent respectueusement. Certains échangèrent des regards admiratifs, d'autres des compliments surpris par la beauté exotique de l'apache. En fin d'après-midi, Élodie et Jean se retirèrent dans le jardin à la française, où des parterres géométriques folâtraient autour d'une fontaine. Assis sur un banc de pierre, ils contemplèrent la perspective des allées soigneusement tracées. Élodie fit glisser sa main dans celle de Jean. « Je suis honorée mais soucieuse. Mon peuple reste loin, et je crains pour leur avenir. » Jean, le regard déterminé, répondit « Nous construirons un pont entre nos mondes. Ton peuple et le mien partageront la terre, la culture et l'avenir. Ensemble, nous façonnerons un domaine de paix et de respect mutuel. » Alors que le soleil se couchait, enveloppant le jardin d'or et de roses, la dame et le baron de Villeneuve scellèrent ainsi une nouvelle ère, où la beauté d'Élodie et la sagesse de Jean promettaient un règne empreint d'équité et d'harmonie. Au cœur de l'été suivant, la seigneurie de Villeneuve vit éclore les premiers fruits des réformes impulsées par le baron Jean et sa dame Élodie. Sitôt les premiers semis de blé nouveau plantés, Jean fit construire, à l'orée du village, une petite école de pierre claire où un instituteur, formé à Dijon, venait enseigner la lecture et le calcul aux enfants de toutes conditions. Les bancs alignés face au tableau noir accueillaient désormais des rires et des cris d'excitation, remplaçant le silence pesant des anciens jours. Parallèlement, Élodie organisa dans une aile du château une infirmerie rudimentaire. Des guérisseurs formés par la sorcière du Marais y délivraient des remèdes à base d'herbes locales et de tisanes bienfaisantes. Les filets de lumière filtrant à travers les fenêtres à petits carreaux caressaient les visages fatigués des paysans venus chercher soin et réconfort. Jean fit graver sur une plaque de pierre l'inscription « Ouvert à tous, sans distinction », pour sceller l'esprit d'égalité de cette nouvelle institution. Dans les ateliers de tissage, les femmes du village apprenaient à manier les métiers à bras, guidées par des maîtres artisans. Les draps de laine et les étoffes de lin prirent des motifs aux couleurs vives, inspirés des broderies natales d'Élodie. Arabesques géométriques, mêlant ocre, vert et rouge profond. Les produits ainsi créés furent exposés chaque semaine au marché, attirant des négociants de la ville voisine qui offraient des prix justes aux producteurs locaux. Pour encourager le commerce, Jean fit élargir la route principale menant à Dijon, pavant certains tronçons et faisant installer des calvaires sculptés au carrefour afin de protéger les voyageurs. Des relais d'étape furent aménagés, offrant gîtes et couverts aux marchands et pèlerins. Très vite, la seigneurie gagna une réputation de halte sûre et hospitalière,
où l'on trouvait de bonnes auberges et des produits soignés. Le soir, après les heures de travail, villageois et châtelains se retrouvaient autour du puits central pour échanger nouvelles et conseils. Élodie, en robe légère d'un vert apaisant, écoutait attentivement les besoins de chacun, notant dans un carnet les améliorations à apporter. Une pompe à eau plus profonde, des lits supplémentaires pour les malades, de nouveaux vergers pour diversifier l'alimentation. Jean, quant à lui, présidait des réunions hebdomadaires dans la salle du conseil, où il conviait fermiers, artisans et nobles de passage. Chacun y proposait des idées, débattait et votait à main levée. Cette démocratie naissante étonnait les plus conservateurs, mais l'efficacité des décisions renforçait leur confiance. Bientôt, des villages voisins demandèrent à bénéficier du même modèle. À la fin de l'automne, les moissons furent abondantes. Les silos débordèrent de grains dorés, et les artisans purent commercer jusque dans les marchés lointains de Lyon et de Paris. Lors d'une grande fête des récoltes, Élodie et Jean, main dans la main, levèrent un toast devant la foule rassemblée. Les torches éclairaient les visages souriants, et la musique des violons résonnait sous la voûte étoilée. Ainsi, les semences du progrès, plantées par la vision d'un seigneur éclairé, et la sagacité d'une femme apache d'une beauté inégalée, donnèrent naissance à une ère de prospérité et d'harmonie, confirmant que la justice et la compassion pouvaient transformer une simple terre en un royaume d'espérance. Par un matin brumeux de novembre, un cortège de carrosses aux armes inconnues s'arrêta devant les portes de Villeneuve. Hommes à l'allure distinguée, portant habits cramoisis et hauts de forme ornés de plumes, descendirent avec courtoisie des véhicules exotiques. Ils se présentaient comme marchands anglais, représentants de la Compagnie des Indes, venus proposer d'importants investissements afin de moderniser la seigneurie. Jean, désormais baron aguerri, les accueillit dans la salle du conseil. Élodie, élégante dans son manteau de velours noir à broderie d'or, resta à ses côtés, prête à défendre ce qu'ils avaient bâti. Le chef de la délégation, Sir Holsworth, s'avança. Son accent rauque trahissait une volonté de convaincre. « Baron de Villeneuve, votre domaine est un exemple de prospérité. Imaginons des moulins à vapeur pour moudre vos grains, des usines textiles à la pointe de la technologie, et un port fluvial pour accélérer le commerce. » Les nobles et notables rassemblés, impressionnés, murmurèrent d'enthousiasme. Jean, prudent, examina les documents que Sir Holsworth présenta. Contrats de concession, promesses de fonds et garanties de prêts au taux très avantageux. L'offre semblait inespérée. Pourtant, Élodie, scrutant chaque parchemin, craignit l'emprise que ces étrangers pourraient exercer. Elle posa doucement la main sur le bras de Jean. « Méfions-nous des chaînes dorées. » Jean acquiesça et invita Sir Holsworth à une visite guidée des installations. Les ateliers de tissage, l'infirmerie, l'école. Tandis que le groupe traversait les couloirs du château, Élodie écarta discrètement un conseiller anglais et lui murmura « Si vous devenez maître de ces terres, votre liberté s'effacera sous l'ombre de Londres. » Le regard du marchand vacilla, surpris par son audace. Au dehors, sur la grande place, paysans et artisans observaient la scène depuis les fenêtres des maisons en pierre. Certains saluaient l'idée de richesse nouvelle, d'autres voyaient l'angoisse naître dans leur cœur. Qu'adviendrait-il des terres familiales si un capital étranger commandait aux récoltes? De retour dans la salle du conseil, Jean se leva avec gravité. « Sir Holsworth, vous nous offrez un avenir brillant. Toutefois, Villeneuve ne sera jamais une colonie de la Compagnie. Nous acceptons certains apports, mais dans le respect de notre autonomie. » Ces mots résonnèrent, et un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Sir Holsworth, contrit mais poli, acquiesça. « Je comprends, baron. Nous rédigerons un accord limitant nos droits, et nous financerons des projets choisis par votre communauté. » Élodie, soulagée, hocha la tête. Elle se tourna vers Jean. « Tu as su préserver notre héritage sans renier le progrès. » Alors que la délégation anglaise signait les premiers papiers, un sentiment d'équilibre régna dans la salle. Villeneuve accueillait bien l'innovation, mais à sa façon. Sur la place, les villageois, témoins de cet accord, éclatèrent en vivas, anticipant un horizon nouveau où tradition et modernité marcheraient côte à côte. Quelques semaines après la signature du traité avec la Compagnie des Indes, un nouvel élan de confiance animait Villeneuve. Les machines à vapeur, installées dans une aile rénovée du moulin, faisaient tournoyer les roues bleutées, tandis que les métiers à tisser automatique glissaient la trame et la chaîne avec une précision inédite. Toutefois, sous cette façade d'essor, certains notables de la région murmuraient leur inquiétude, craignant que le pouvoir de Jean ne devienne excessif. Un soir frisquet, Élodie et Jean reçurent une délégation de seigneurs voisins, venus exprimer leur mécontentement. Le seigneur de Montclair, un homme au visage austère, prit la parole. «
Baron de Villeneuve, vous jouez désormais sur tous les fronts, l'éducation, la santé, l'industrie et même la finance. Certains d'entre nous craignent que vos innovations ne bouleversent trop rapidement l'équilibre ancien. Jean, drapé dans un manteau sombre rehaussé de la devise de sa famille, répondit calmement « Mes seigneurs, mon seul objectif est la prospérité de nos communautés. Si certains aspects vous préoccupent, proposons un conseil régional où chaque domaine sera représenté. Ainsi, aucune décision ne sera prise sans votre voix. » Élodie, à ses côtés, acquiesça et ajouta « Nous avons bâti ensemble les fondations de la confiance. Protégeons-la en partageant le pouvoir. » Le seigneur de Montclair, surpris par cette proposition d'inclusion, échangea un regard avec ses pairs. Le lendemain, dans la grande salle du conseil, 15 représentants, nobles, artisans, paysans et même quelques investisseurs anglais, prirent place autour de la table ovale. Chacun fut invité à proposer des projets et à voter à main levée. Les débats s'ouvrirent sur l'amélioration des routes secondaires, l'agrandissement des classes de l'école et l'extension de l'infirmerie. Les décisions étaient prises à l'unanimité ou à la majorité simple, reflétant un équilibre nouveau entre tradition et innovation. Ce jour-là, Élodie se tenait près des fenêtres, observant le soleil filtrer à travers les vitraux colorés. Elle se tourna vers Jean. « Vois comme chacun ici se sent écouté. Telle est la force d'une alliance inébranlable. » Jean lui sourit et répondit « Grâce à toi, j'ai découvert la puissance du partage et de la coopération. Villeneuve n'appartient à personne en particulier, mais à nous tous. » À l'issue de la session, la foule rassemblée sur la place vibra d'enthousiasme. Femmes et hommes, jeunes et âgés, saluèrent la décision de créer un conseil permanent. Alors que les cloches de l'église sonnaient, le baron et la dame Apache se retrouvèrent main dans la main au milieu de la foule, incarnant à leurs yeux l'union indestructible qui avait fait naître un renouveau durable. Les premières neiges de décembre recouvraient doucement les toits de Villeneuve lorsque Jean et Élodie préparèrent une célébration grandiose. Depuis plusieurs mois, les coffres du domaine résonnaient d'or et d'éclats de réussite. Nouvelle récolte record, taxes modérées permettant aux familles de prospérer et investissements industriels équilibrés par des initiatives sociales. Pourtant, aucune montagne de pièces ne valait la fierté qu'ils ressentaient en voyant le bien-être de chaque villageois. Dès l'aube, des bannières aux couleurs de Villeneuve flottèrent sur la grande place. Vert émeraude pour l'espoir, or pour la prospérité et carmin pour la passion d'une communauté soudée. Des tentes décorées de guirlandes de houx et de pommes rouges accueillaient des étals garnis, gibier rôti, tourtes fumantes, pain doré et vins épicés, préparés par les meilleurs cuisiniers de la région. Des musiciens jouaient des airs entraînants, mêlant flûtes, violons et tambours, tandis que des troupes de danseurs animaient des farandoles joyeuses, sous un ciel clair. Jean, vêtu d'un habit bleu nuit brodé de fils d'or rehaussant son écusson familial, monta sur une estrade installée devant le vieux château. À ses côtés, Élodie, radieuse dans une robe brodée de motifs floraux, mêlant tradition apache et style bourguignon, tenait un parchemin scellé du ruban de soie rouge, qui avait jadis appartenu à sa lignée oubliée. Le temps sembla suspendu lorsque Jean prit la parole. « Mes amis, il y a 1 an, j'étais un étranger solitaire, sans nom, ni foyer. Grâce au courage d'Élodie, à votre loyauté et à l'alliance fidèle forgée dans l'adversité, Villeneuve est aujourd'hui un modèle de justice et de prospérité. Je suis honoré de vous annoncer que, par décret royal et par le témoignage de nos réalisations, je suis devenu le baron le plus riche de la région. Mais plus précieux encore est le trésor de notre cohésion. » Un tonnerre d'applaudissements salua cette déclaration. Les cloches de l'église voisine sonnèrent en écho, tandis que des flambeaux s'allumaient, projetant une lumière chaleureuse sur les visages souriants. Élodie, émue aux larmes, s'avança et ajouta « Ce titre d'abondance ne serait rien sans la solidarité et la confiance que vous m'avez accordées. Nous partageons aujourd'hui non seulement l'or et les terres, mais aussi un avenir bâti sur l'égalité, le respect et la possibilité offerte à chacun de s'épanouir. Ensemble, nous veillerons à ce que jamais Villeneuve ne perde son âme. » Dans la foule, paysans et artisans versèrent quelques larmes de joie, tandis que les notables, impressionnés par la grandeur d'âme du couple, s'inclinèrent respectueusement. Les plus jeunes, armés de lanternes, entourèrent la scène, prêts à accompagner leurs aînés vers de nouvelles aventures. Après cette nuit de liesse, la vie reprit son cours, enrichie par la ferveur d'un renouveau permanent. Jean institua un conseil mixte, composé de représentants de tous les villages alentours, pour décider ensemble des projets futurs. Les premières décisions portèrent sur l'installation d'un réseau télégraphique reliant Villeneuve à Dijon,
permettant des échanges plus rapides et plus sûrs. Des ingénieurs envoyés par la cour dressèrent les premières lignes, et bientôt les dépêches circulèrent en un clin d'œil. Élodie, quant à elle, œuvra à la création d'une troupe de théâtre populaire. Inspirée par la tradition orale de son peuple, elle encouragea les artisans locaux à écrire des pièces évoquant la mémoire collective. Chaque semaine, sous un chapiteau dressé près de la forêt, des comédiens amateurs et professionnels jouaient devant des auditoires enthousiastes, mêlant danse, chants et dialogues, inspirés des légendes de Bourgogne et des contes apaches. Consciente de l'importance de l'environnement, la baronne fit planter des milliers d'arbres fruitiers le long des chemins et dans les parcs du château. Pommiers, poiriers et cerisiers fleurissaient au printemps, offrant ombrage et nourriture à la faune locale. Les habitants participaient aux semailles et aux récoltes, partageant la fierté de voir pousser les fruits de leur travail. Pour préserver la santé, l'infirmerie du château fut agrandie et transformée en hôpital communautaire. Des médecins et des herboristes, formés par les guérisseurs apaches de la sorcière du Marais, prodiguaient soins et conseils. Un jardin médicinal, planté de plantes endémiques et importées, constituait désormais une réserve de remèdes naturels. Enfin, fidèle à son serment, Élodie inaugura une école supérieure destinée aux jeunes filles et aux jeunes hommes méritants, quelle que soit leur origine sociale. Chaque année, une promotion d'étudiants brillants recevait des bourses royales pour poursuivre des études de droit, de médecine ou d'ingénierie à Dijon ou à Paris. Les diplômés revenaient enrichir Villeneuve de leurs compétences, assurant la pérennité d'une société éclairée. Ainsi, Villeneuve devint plus qu'une simple seigneurie, un modèle de coexistence harmonieuse, d'innovation respectueuse et de prospérité durable. Le nom de Jean et d'Élodie résonnait dans tout le royaume, symbole vivant d'une alliance forgée dans la tempête et scellée par la justice et la solidarité. N'oubliez pas que chaque histoire prend vie grâce à votre soutien. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de Villeneuve et l'alliance inoubliable d'Élodie et Jean, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune aventure.